Donc le deuxième sujet que nous souhaitions aborder avec vous concerne la recherche sur l'embryon. D'ailleurs, nous avons travaillé ensemble sur ce sujet. Je sais qu'un certain nombre de chercheurs, je pense notamment à quelqu'un qui travaille au CHU de Montpellier, sont très mécontents du cadre juridique existant, qui a évolué en 2013 pour instaurer un système d'autorisation, mais qui nécessite de réunir tellement de conditions qu'en réalité, ça n'a pas changé par rapport à la période antérieure où il y avait un système d'interdiction avec des possibilités de dérogation. Donc, ça, c'est le premier point. Et la loi qui est en cours de discussion n'évolue pas sur ce plan-là. Par ailleurs, le texte qui est en cours de discussion oblige maintenant les équipes de recherche à démontrer que leurs travaux sont conformes aux articles 16 à 16.8 du Code civil qui concernent la personne. Et en droit français, la personne, c'est une personne qui est née. Un embryon n'a pas de personnalité juridique actuellement en droit français. Alors est-ce que cette nouveauté n'est pas de nature à rendre encore plus difficile cette recherche qui présente beaucoup d'intérêt, à la fois pour améliorer la procréation médicalement assistée, et puis même aider à comprendre d'autres maladies. Alors, vous, quel est votre point de vue sur ce sujet que vous connaissez bien? Je dirais que sur la recherche sur l'embryon, la situation est encore pire que sur les autres sujets. Tout à l'heure, je disais qu'on est à la 4e loi en général, sur les questions relatives à la bioéthique. Pour la recherche sur l'embryon, on est à la 6e en 25 ans. Donc c'est incroyable. Vous vous rendez compte, 6 lois en 25 ans, en sachant quels sont les délais pour que les décrets d'application sortent. Finalement, les moments où les chercheurs et les médecins peuvent appliquer la loi votée sont extrêmement brefs. Et donc, il y a un handicap majeur pour pouvoir développer les recherches. Deuxième point, c'est pourquoi c'est comme ça. D'abord, on est passé effectivement d'un régime d'interdiction totale en 1994 à une suppression d'interdiction en 2013 pour les recherches sur l'embryon sans transfert à fin de gestation, et en 2016 pour les embryons à l'occasion d'une PMA qui peuvent éventuellement être transférés à fin de gestation. Il y a deux types de recherches sur l'embryon qui sont selon que l'embryon est transféré ou pas transféré, c'est-à-dire à la capacité de devenir une personne, schématiquement. Et puis il y a aussi la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Et c'est vrai que bien qu'il n'y ait plus d'interdiction de la recherche depuis 2013-2016, ce plan pratique, ça n'a rien changé. Toute la réglementation est restée la même et qu'il y a beaucoup d'obstacles à la recherche sur l'embryon, notamment parce que, indépendamment des contraintes réglementaires très fortes qu'il y a dans le domaine, il y a aussi en France des organismes, et, bon, il faut le citer, on ne peut pas l'ignorer, comme la Fondation Jérôme Lejeune, qui intervient de manière presque systématique, chaque fois qu'il y a une autorisation de recherche, auprès des tribunaux, pour faire annuler les autorisations de recherche qui pourtant étaient données par l'Agence de la biomédecine dans des conditions déjà extrêmement exigeantes. Donc, au bout du compte, ça fait qu'il y a un contexte extrêmement défavorable à la recherche sur l'embryon. Sans parler aussi du fait que c'est très dur d'avoir des financements pour ce type de recherche en France. Alors maintenant, pour parler du projet de loi actuel, qui effectivement pose problème, les questions relatives à la recherche sur l'embryon sont dans l'article 14 et 17 du projet de loi. Et c'est vrai qu'il y a des aspects positifs. Il y a un aspect positif du projet de loi. C'est de dissocier les recherches sur l'embryon et les recherches sur les cellules souches embryonnaires.
Avant, c'était le même régime réglementé qui s'appliquait aux deux. Et maintenant, on a reconnu que quand on travaille sur des cellules souches, en fait, souvent, ce sont sur des lignées de cellules souches, des lignées cellulaires qui sont échangées à travers tous les laboratoires du monde, et qui sont des outils de recherche. Il n'y a pas vraiment comparaison avec une recherche sur l'embryon. Et donc, maintenant, c'est dissocié, et les recherches sur les cellules souches embryonnaires ne sont plus soumises à autorisation. Elles doivent simplement faire l'objet d'une déclaration à l'Agence de la biomédecine. Donc, il y a un assouplissement du régime pour mettre en place ce type de recherche. Et ça, c'est positif. Alors maintenant, ça n'arrange pas du tout, je dirais, la situation de la recherche sur l'embryon lui-même. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on a du mal à comprendre. Un projet de loi dont on pourrait, comme vous l'avez dit, on pourrait penser qu'il est une véritable régression par rapport à la situation antérieure. Et notamment, cette curiosité qui est que on fait référence, enfin, on a introduit dans la loi, qui n'existait pas avant, la référence aux articles 16 et 16 du Code civil. Et que donc, quand les chercheurs font des projets de recherche, ils doivent s'assurer que leur protocole de recherche répond aux exigences des articles 16 et 16 du Code civil. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les articles 16 et 16 du Code civil? Il y a, comme vous le disiez, ce qui fait référence aux recherches menées sur des personnes. Des grands principes comme le respect de la dignité humaine, l'inviolabilité du corps humain, la non-patrimonialité, etc. Des principes très généraux, mais qui concernent les recherches faites chez les personnes. Et donc là, en introduisant cette référence aux articles 16 et 16, on a l'impression que l'embryon est assimilé à une personne. Absolument. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que cette introduction de la référence aux articles 16 et 16, elle n'est pas une fois, elle est 4 fois, dans l'article 14. Elle concerne les protocoles de recherche, mais elle concerne aussi les centres qui vont conserver des embryons et des cellules souches embryonnaires pour la recherche. Il ne s'agit pas de faire des recherches, il s'agit simplement de stocker, de garder ces embryons et ces cellules souches pour des travaux de recherche. Eh bien, eux aussi, les gens qui stockent, ils devront respecter les principes des articles 16 et 16 du Code civil. Et puis, c'est aussi dans d'autres dispositions, comme la création d'embryons chimères par agrégation de cellules, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a là un vrai problème, un problème de fond. C'est qu'on a l'impression qu'en inscrivant ça dans la loi, on fait de l'embryon une personne. Absolument. Ce qu'il n'est pas. Et surtout, ce qui n'est pas dans les recherches sur l'embryon où il n'y a pas de projet parental. À la limite, quand il y a des recherches faites à l'occasion d'une PMA et où l'embryon peut être transféré dans l'utérus à fin de gestation, on peut dire, bah oui, il y a peut-être une potentialité, pas une personne, mais une potentialité de personne. Mais dans ce cas-là, d'ailleurs, on n'exige pas la référence aux articles. On exige quand l'embryon ne doit pas être transféré à fin de gestation. Donc, j'arrive pas à comprendre. Et ce que je pense, c'est que d'avoir introduit ça dans la loi va permettre à des organismes comme la Fondation Jérôme Lejeune de renforcer leurs actions devant les tribunaux pour encore plus faire interdire ce type de recherche. Donc là, il y a un vrai problème. Et peut-être ouvrir même une brèche pour ceux qui réclament que l'embryon soit considéré comme une personne. Ah oui, et donc, en arrière-pensée de ça, il y a le droit à l'IVG. Absolument. Et qu'effectivement, on pourra dire, bon, mais si c'est comme ça, peut-être qu'effectivement, ça met en cause l'interruption de grossesse, puisque on va assimiler l'embryon à une personne. Donc là, il y a un vrai problème. Je n'arrive pas à comprendre la raison pour laquelle le législateur, ou le ministère qui a élaboré ça, a eu besoin de rajouter cette disposition dans le projet de loi. Peut-être que des groupes de pression se sont manifestés assez fortement pour que ce soit inscrit dans le projet de loi. C'est le cas, c'est grave. C'est une hypothèse, on ne peut pas à la fois reconnaître qu'on peut faire de la recherche sur l'embryon et puis aller dans ce sens-là. Il faut être cohérent, hein, c'est clair. Alors, en dehors de ça, il y a toute une série de dispositions dans la loi qui sont nouvelles, qui pourraient être discutées. Il y a par exemple le fait que maintenant, quand on fait des recherches sur l'embryon in vitro,
on ne peut pas aller au-delà du 14e jour du développement embryonnaire. Ça, c'est nouveau parce qu'avant, il n'y avait pas de limite dans la loi, mais implicitement, on disait qu'il n'y avait pas de recherche possible au-delà du moment de la nidation de l'embryon de l'utérus, c'est-à-dire au-delà du 7e jour du développement. Mais on sait par tous les travaux qui sont faits dans d'autres pays qu'il y a beaucoup de travaux de recherche qui méritent qu'on puisse développer l'embryon in vitro au-delà du 14e jour. Si on veut savoir comment se forment les différents tissus embryonnaires, les tissus fondamentaux, comment s'organise l'embryon, il y a beaucoup de travaux très intéressants qui sont menés actuellement et où on peut maintenir, notamment par des systèmes de culture 3D, des éléments cellulaires embryonnaires au-delà du 14e jour de développement. Bon, le projet de loi dit 14 jours. On ne sait pas pourquoi 14 jours. Pourquoi plutôt 14 ? C'est pas du tout argumenté. Pourquoi plus 14 jours que 13 ou 15 ou 12 ou 18 ? On ne sait pas. Et donc là, il y aura une limite qui sera donnée dont on ne comprend pas très bien le sens. On aurait pu imaginer que cette limite soit fixée par l'agent de la biomédecine en fonction des protocoles de recherche proposés, et que protocole par protocole, on puisse voir s'il y avait une légitimité scientifique à ce que la culture aille au-delà de 7 jours, au-delà de 10 jours, au-delà de 14 jours. Mais pourquoi la loi définit 14 jours, ça je ne comprends pas. Et puis, bon, alors il y a d'autres choses qui concernent ces nouveaux modèles d'études embryonnaires qui consistent à prendre des cellules pluripotentes, des cellules souches de différentes origines qu'on agrège entre elles pour étudier le développement embryonnaire. Et ça peut aussi concerner des cellules qui sont d'origine d'espèces différentes. Et alors là, la loi prend une position que je trouve curieuse, c'est-à-dire qu'on admet qu'on puisse injecter des cellules animales. Non, au contraire, on interdit l'injection de cellules animales dans un embryon humain, mais on autorise l'injection de cellules humaines dans un embryon animal. Bon, là, il y a aussi quelque chose que je ne comprends pas. Parce que de toute façon, dans les deux cas, il ne s'agit que de modèles d'études. Il ne s'agit pas du tout de créer des êtres incroyables dans je ne sais quel objectif. Oui, d'autant que des équipes étrangères travaillent là-dessus, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a des choses curieuses. On prend nécessairement du retard si on interdit toutes ces possibilités qui n'ont pas d'incidence sur l'existence et la nature des personnes en elles-mêmes. Et ça, c'est un des points, justement, qui n'est pas très bien traité dans la loi, qui est carrément ignoré. Moi, je fais partie du comité d'éthique de l'INSERM, et depuis 2013, depuis 6 ans, on a beaucoup travaillé sur toutes ces questions autour de la recherche sur l'embryon. Et notamment, on a travaillé récemment sur toutes ces recherches sur le développement embryonnaire, l'agrégation cellulaire, etc. Autrement dit, sur un concept qui est interdit par la loi, qui est la création d'embryons pour la recherche. Et en fait, dans ces travaux, on a dit, mais il ne faut pas confondre, ne croyons pas qu'on crée des embryons dans le but de faire des personnes. Quand on veut créer des modèles embryonnaires, c'est pour des travaux scientifiques et uniquement scientifiques. La grande différence entre les embryons et ces modèles, c'est que autant l'embryon pourrait être transféré à la fin de gestation, autant les modèles embryonnaires ne sont sûrement pas transférés. Ils ne sont pas créés au départ pour ça, et puis ils ne sont pas destinés à ça. Et donc, ce qu'on proposait dans le comité d'éthique de l'INSERM, c'est de parler plutôt de modèles embryonnaires à usage scientifique. Et que la loi devrait pouvoir reconnaître qu'on puisse créer des modèles embryonnaires à usage scientifique. Et d'ailleurs, la réglementation qui vient d'être adoptée, à mon avis, dans ce cas-là, est une réglementation similaire à celle des cellules souches embryonnaires. Où là aussi, il n'y a pas de projet parental, il n'y a pas de projet de création. Ça, c'est ignoré par le projet de loi. Et alors, est-ce que un système de déclaration généralisée, c'est-à-dire à la fois aux cellules souches et à l'embryon, vous paraîtrait finalement une solution acceptable dès lors qu'il s'agirait simplement de rendre public un protocole de recherche
et de laisser les chercheurs libres de mener leurs travaux comme ils l'entendent. Je pense que chaque type de recherche a ses spécificités et a les questions qu'il pose. Mais en fait, du point de vue de l'éthique, comme du point de vue de la médecine, il y a deux types de situations où on a des embryons qui s'inscrivent dans un projet parental. Et à partir du moment où il y a un projet parental, il y a une possibilité de transférer les embryons, quoi qu'on ait fait sur ces embryons avant, dans l'utérus de la femme, dans le but de faire naître un enfant. Et là, ça doit répondre à un certain type d'exigence, à un type d'encadrement. Et puis, il y a toutes les autres recherches où il n'y a pas de projet parental. Et là, je crois qu'effectivement, une simple déclaration va suffire. Hein? D'accord. Quand il y a un projet parental, bon, est-ce qu'il faut quelque chose de spécial? Je n'en sais rien. Ce que je pense aussi, c'est qu'il faudrait que l'ensemble de ces projets de recherche, avec projet parental ou sans projet parental, soient contrôlés par un même organisme, possédant toutes les compétences scientifiques, toutes les compétences éthiques nécessaires pour pouvoir apporter un soutien aux chercheurs dans le but de réaliser leur recherche dans de bonnes conditions, à la fois scientifiques et éthiques. Très bien. Donc, alors peut-être avant de passer au troisième temps de notre entretien, je crois que le projet de loi comporte une disposition interdisant les tests génétiques dits récréatifs, c'est ça? C'est-à-dire où quelqu'un librement demande de réaliser un test en vue de savoir si la probabilité qu'il développe un cancer Ça, c'est pas récréatif, ça. Oui, mais je crois que on l'a appelé comme ça. Alors, est-ce qu'il faut que ce type de test reste contrôlé par des médecins, ou est-ce que chacun peut librement s'adresser à un laboratoire pour déterminer si il y a une probabilité forte qu'il développe telle ou telle maladie? Ou est-ce qu'il faut laisser ça quand même sous contrôle de la prescription médicale? Là aussi, voyez, comme vous avez dit, ce genre de test est interdit en France. Et la loi interdit que l'on fasse ce genre de test. Ça aussi, j'arrive pas. Je crois qu'il faudrait arrêter d'avoir des lois qui interdisent. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire de toujours interdire? La loi en général protège. Comment? La loi protège. Attendez, mais non, elle ne protège pas. Non, mais elle devrait, oui, au sens général du terme. C'est une illusion. Pourquoi c'est une illusion? Parce qu'on vit quand même, on est 21e siècle, on est en 2019, et aujourd'hui, il n'y a pas de frontières. Hein? Ce qui est interdit en France est autorisé en Belgique. Ce qui est interdit en France se fait aux États-Unis, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, pour ces enfants qui ont recours au test ADN pour pouvoir retrouver leur donneur, ben, ils envoient un peu de cellules dans un laboratoire américain et ils ont des tests ADN. Donc, c'est absurde d'interdire. Ça existe et les gens le font. Et je pense qu'ils le font dans de mauvaises conditions, parce qu'effectivement, ces sociétés commerciales, comme les sociétés américaines, font ça uniquement pour gagner de l'argent et se fichent totalement des conséquences de ce test et des informations qu'on peut en tirer. Et donc, moi, je trouve que ça ne fonctionne pas bien. Plutôt que d'interdire, hein, on devrait autoriser ce genre de test, mais que ce soit fait dans des structures contrôlées. Hein, pour la qualité technique de leur travail, parce que souvent dans ces sociétés d'ailleurs, la qualité n'est pas bonne, elle est douteuse, elle n'est pas toujours mauvaise, mais enfin, parfois elle est douteuse. Bon, je me souviens il y a une étude qui avait été faite aux États-Unis, où ils avaient envoyé des échantillons d'ADN à 15 labos pour leur demander qu'est-ce qu'ils trouvaient. Et le seul truc, c'est que l'ADN qu'ils ont envoyé, c'est de l'ADN de chien. Hein? Eh bien, il y a un labo qui un certain nombre de labos ont répondu, attendez, c'est l'ADN de chien, mais un labo, non, ils ont répondu, l'analyse est un ADN humain. Hein? Pour vous dire à quel point, parfois, la technique est problématique. Donc, il faudrait qu'il y ait des centres en France qui le fassent, qui soient
contrôlé sur le plan de la qualité technique, etc., mais surtout Avec sur un accompagnement. l'accompagnement des gens. Les raisons pour lesquelles ils font les tests, les informations qu'ils en tirent, les conséquences de ces informations. Ne pas créer de ces bases de données énormes, exploiter n'importe comment pour répondre à n'importe quelle question, etc. Donc il faudrait que ce soit encadré et que ce soit fait dans de bonnes conditions. Donc l'interdiction, pour moi, ce n'est pas une garantie de protection des gens. C'est les livrer au marché international et dans des conditions qui sont plus ou moins satisfaisantes.